qu'on pourrait appeler une sorte d'inversion de la sidération. C'est-à-dire que tout ce qu'on racontait, plus ou moins vérifiable, hein, sur les personnes qui sont en province, loin, dans des petites villes, ou dans des plus grandes villes qui ont du mal à vivre avec moins de 1 000 € par mois, quelquefois c'est encore moins, j'y reviendrai tout à l'heure. On pensait un peu, ou on pouvait penser, ou en tout cas c'était le discours qui circulait, que c'était un peu mort, qu'ils ne votaient plus, qu'ils ne bougeaient plus, et qu'il y avait une forme comme ça de sidération de tous ces corps-là qui étaient invisibilisés, ou en tout cas invisibles. Pas pour eux, mais pour les autres, hein, pour tous les autres. Et ce qui m'a semblé apparaître sur ces représentants, la médiatique, c'est ça. C'est que l'inversion, il y a eu une inversion comme ça, que c'était eux qui étaient un peu sidérés par ce qui était en train de se passer. Même si cet effet-là est en train de un peu s'atténuer, parce que ça fait 1 mois quand même, hein, ce qui m'étonne, c'est que à quel point ça perdure, à quel point il y a quelque chose de cette sorte de comment on dit, tétanisme, une tétanisation qui perdure encore. Et que cette forme de tétanie du pouvoir, de tous les pouvoirs, ils réagissent de manière assez bourrine en essayant d'amener hein, une sidération par la grenade, on va dire, par les grenades. Mais ça me semble beaucoup moins évidemment surprenant, puisque ça fait des années qu'on a affaire à ça. Beaucoup moins surprenant et beaucoup moins inédit que cette sidération qui est arrivée par les Gilets jaunes, par ceux qui les soutiennent. Ça, c'était la première chose. Ensuite, il y avait une deuxième chose, c'est que il y a quelques jours, sur Mediapart, je voulais le dire, il y a eu un entretien de Éric Hazan, qui est l'éditeur des éditions La Fabrique. Donc, merci. Donc il y a une phrase qui était à peu près ceci, donc de la part de Éric Hazan, qui était les ennemis de mes ennemis ne sont pas vraiment mes amis, mais. Voilà. Et cette phrase, en fait, je ne sais pas si une partie d'entre vous, forcément, qui sont au courant, a commencé à susciter beaucoup de réactions. Évidemment, puisque la question de la présence appelez-les comme vous voulez, extrême droite, ultra droite, FN, gros bras, identitaire, etc., revient souvent depuis le début. Quand la première fois que je suis allée sur un rond-point dans ma ville, on m'a dit n'y va pas avec des fachos. Bon, j'y reviendrai juste un peu brièvement tout à l'heure. Et en réfléchissant à cette question, parce qu'on me l'a demandé, en fait, il y a un journal du soir qui m'a demandé de réfléchir et de commenter cette phrase-là, je pense avec l'idée une idée d'assignation. Alors maintenant, vous qui êtes plutôt à la gauche de la gauche, qu'est-ce que vous en pensez de cette phrase-là? Est-ce qu'on doit se retrouver à côté de l'extrême droite? Prononcez-vous. Choisissez votre camp. Dites-nous si vous suivez cette phrase-là ou si vous en désolidarisez. Et en fait, c'est ce que j'ai vécu là où j'habite, dans une petite ville du sud-est, un peu moins de 20 000 habitants. C'est grâce à ce que j'ai vécu là que j'ai pu essayer de comprendre comment on pouvait se déterminer par rapport à ça. Donc il y a 2 samedis, je ne sais plus, 2 ou 3 samedis, personne de mon entourage n'était allé sur les ronds-points pour voir exactement ce qui se passait, qui était là, pour quelles raisons, autres que celles qu'on racontait qui commençaient à circuler. Donc j'ai pris ma voiture, j'ai été bloquée parce que c'était un peu loin, c'était dans la zone commerciale. Et je suis passée sur un premier rond-point. Je ne me suis pas arrêtée parce que c'était un rond-point où il y avait uniquement des jeunes hommes, pas
pancartes, je sais pas. Bon, c'était pas forcément très accueillant. Donc j'ai continué jusque devant un carrefour, devant le carrefour de là où j'habite. Et il y avait deux ronds-points. Deux ronds-points visibles l'un de l'autre, quoi, si vous voulez. Donc j'avais amené un thermos avec du miel, du thé, parce qu'ayant fait les nuits debout dans les Basses-Alpes, je sais à quel point on perd sa voix au bout de quelques jours. C'était le soir. Je suis allée sur un premier rond-point. Il y avait une dizaine de personnes, une dizaine de gilets jaunes, serré la main à deux femmes, relativement, enfin de mon âge, quoi, 40-50 ans, qui ont accepté un gobelet de thermos. Ça, pas, voilà, un peu on jaugeait, évaluer qui c'est ça, qu'est-ce qu'elle vient faire, ce que je peux comprendre après tout, quand c'est des groupes déjà un peu constitués. Et puis à un moment, il y a le Connemara de Michel Sardou qui a démarré en trombe, et ils se sont mis à chanter à tue-tête et tout, hyper joyeux. Là, je me suis dit, bon, je vais peut-être aller voir l'autre rond-point. Donc je me suis retournée, je suis allée voir l'autre rond-point qui avait bloqué les pompes à essence. Et là, ils étaient un peu plus, ils étaient presque une trentaine. Donc j'ai attendu comme ça, un peu, thermos, machin. Et au bout d'un moment, c'est arrivé. Donc il y a un ancien cheminot qui est arrivé, qui venait d'être à la retraite, qui avait fait grève juste avant, et qui était très évidemment mélancolique, quoi. Pourquoi vous n'êtes pas venu? Il posait la question à ceux qui étaient autour de lui. Pourquoi vous n'êtes pas venus? Ouais, mais maintenant, voilà, on est là. Maintenant, on est là. Et puis après, il y a une autre dame qui avait une soixantaine d'années, qui n'était pas encore à la retraite, mais qui retrouverait évidemment sans doute jamais de boulot, qui vivait avec un peu moins de 800 € par mois, et qui a raconté. En fait, elle a fini par raconter sa vie pendant au moins une bonne demi-heure. Et pour revenir à... En fait, elle m'a raconté un truc que je veux vous dire, même si ça a l'air comme ça, surtout parce que ça a l'air anecdotique. Tous les deux, là, en fait, ils ont vu le moment dans les années 70 où les frigos étaient enfin pleins. Il y avait eu un moment où c'était pas tout à fait plein, où il y avait encore des soucis pour se nourrir correctement, et puis ils ont vu arriver enfin une bouffe en quantité, quoi, si vous voulez. Et puis 10 ans plus tard, il y en a un des deux qui m'a raconté, en fait c'est le cheminot qui m'a raconté, ouais, mais un jour, en fait, on a ramené de la viande là, du supermarché, de la viande en barquette, on a ouvert la barquette chez moi, et en fait le steak, il a dégonflé, quoi. Il a dégonflé sous nos yeux. Et après, quand on a essayé de le manger, c'était comme du pneu. En fait, ce qu'il racontait, c'est que très très vite, la nourriture, qui était devenue de la bouffe, qui était réservée à ceux qui avaient un peu moins d'argent, elle était frelatée. Donc il y a eu très très peu de moments de répit, on va dire. Et à propos de l'autre rond-point, là, donc je leur ai dit, mais le premier rond-point, le rond-point Michel Sardou, on va l'appeler. Donc je leur ai dit, mais les autres, là, comment ça se passe et tout entre vous Et voilà, ils m'ont dit, les autres, vaut mieux pas. Alors, il me semble qu'en fait, s'il y a une leçon de ces ronds-points, là, de ces ronds-points-là, c'est peut-être celle-là. C'est que, en fait, on se retrouve sur des ronds-points différents, pas les mêmes ronds-points, mais on a les mêmes modes d'action pour se rendre visible et pour se faire entendre. Et je crois que la phrase « les ennemis, mes ennemis ne sont pas vraiment mes amis, mais », il me semble qu'il faut la prendre comme une phrase de circonstance pour essayer de comprendre aujourd'hui. Parce que le plus difficile, c'est quand même de comprendre aujourd'hui, là, maintenant, ce qui se passe et ce qui ne cesse de changer, bien entendu. Parce que ce que je vous dis là, peut-être que demain ou dans 5 minutes, je vous dirai autre chose en fonction des événements. Quand il y a comme ça une forte... Il me semble que quand il y a une forte densité, intensité, vitesse de succession des événements... on ne peut pas balancer des formules définitives et on essaye juste d'ajuster des phrases. Peut-être que c'est pour ça aussi que j'ai accepté de venir ce soir, c'est parce que c'est un peu mon boulot. Si je suis plutôt du côté de la littérature, c'est parce que j'essaye d'ajuster des phrases qui sont jamais tout à fait justes. Jamais. Elles approchent de quelque chose. Mais bon, voilà. On vous donnera, je pourrai jamais vous donner, ni quelconque écrivain qui se respecte que ce soit pourront jamais vous donner les clés avec
Je suis pas, voilà. Et puis je finis, j'ai pas été trop longue, ça va? Non? Je finis sur... voilà, je voulais vous lire deux trucs, parce que dans un livre qui s'appelle Tomate, qui est sorti il y a un peu moins de 10 ans, j'étais revenue sur l'utilisation ou pas du mot fascisme, fasciste, etc. Est-ce que c'était déjà... est-ce que c'était excessif d'utiliser ce mot-là pour ce qui se passait sous la présidence Sarkozy? C'était l'époque de la présidence Sarkozy. Et je me suis faite plusieurs fois un peu reprendre à l'ordre, gentiment, hein, par des historiens, en me disant non, évidemment, c'est pas ça, les 30, et qui n'avaient pas tort, forcément, vous voyez ce que je veux dire. Mais alors, justement, dans le train, j'avais un livre qui s'appelle Le Directoire, donc qui a été fait par des historiens. Et je vais vous citer donc quelques lignes de Albert Mathiez, que vous connaissez peut-être, qui a écrit un livre inachevé sur le Directoire. On viole tous les jours les principes républicains sous prétexte de sauver la République. La République n'est plus qu'un mot pour le peuple qui assiste, indifférent ou écœuré, à la parade politicienne. Voilà, ça c'était la première chose, c'était sur le Directoire. Et je vais vous lire qui suit un court extrait donc de Tomate. Les villes européennes refaites se reconnaissent à ce que rien ne doit clocher et que c'est justement ce rien ne cloche qui cloche. La couleur dominante est le beige. Les dallages des rues piétonnes sont beiges, les bâtisses historiques décapées sont beiges, les pots de fleurs sont beiges, les fleurs sont beiges, on poursuit les crottes marron foncé au jet d'eau. Sauf qu'il n'y a pas de crottes à Copenhague ou Madrid centre-ville. C'est un secteur définitivement beige. Pas un papier par terre et pas un chat pour crotter. Le sol y est beige, ou de ce gris discret des villes d'avant qui tendaient obscurément au beige si bien qu'on a fini par céder. Plus tard, on m'explique que la ville, Copenhague ou Madrid, est dirigée depuis 15 ans par une municipalité conservatrice, pincée d'anciens franquistes ou droite beige, convertie à l'option politique permanente qui fait l'identité de l'Europe, le pastel. On ne dit pas fascisme comme ça pour un oui, pour un non. Je ne dis pas fascisme comme ça pour un oui, pour un non. Le fascisme en Espagne, par exemple, ces petits tricornes noirs de torero et mitraillettes sur torse nu suant, pour ce qu'on voit quand on y va enfant en vacances. Ses mains sur la tête, ses rues dégagées en 30 secondes, ses exécutions au garrot-ville. Tu es assis sur une chaise, bras attachés aux accoudoirs, le garrot passe sur ta gorge, fais ça avec un gros élastique, celui pour arrêter le sang avant la prise, on le tourne sur ta nuque, ensuite ta tête pend. Le fascisme, c'est la détention administrative. Tu rentres en prison, tu ne sais pas quand tu sortiras, tu ne sais pas si tu sortiras. Le fascisme, c'est quand tu ne peux rien dire chez toi, et surtout rien au téléphone. Si tu veux dire quelque chose, même anodin, intime, tu ne peux pas le dire chez toi. Tu dois aller loin, dans la nature, ou dans un endroit bruyant, bord d'autoroute, hypermarché. Ainsi, le fascisme peut être décrit en une poignée de phrases, nettes. Et pourtant non. Pourtant pas seulement. Le fascisme n'est pas seul. Pas toujours seul. Pas toujours si net, découpé. Le fascisme, c'est aussi la limo de Ben Ali à fond sur la route Sfax-Tunis. Voiture dégagée, vite fait sur le bas-côté. Dans une campagne verdoyante, aux cours-fillettes à Nantes, en chemin pour l'école. C'est un festival de poésie féminine dont l'inauguration est faite par une rangée de dignitaires séparés du public par une rangée de flics assis au premier rang. Le fascisme, c'est aussi vestige, reste, habitude, incohérence. 5 ans, 20 ans après, ou un pressentiment. 10 ans, 1 an avant. Rend le monde poreux. Montent alors les signes d'un temps sombre que tu apprends à lire et reconnais en descendant lentement, comme Alice dans son puits très profond, découvre qu'elle a le temps de regarder autour d'elle et de se demander ce qui va se passer. Souvent tu frottes tes yeux pour accommoder, car le fascisme, en ses débuts ou en sa fin, n'est pas sûr. Merci.
Alors, justement, on a essayé de faire entrer le maximum de gens. C'est vraiment pas nous qui décidons, c'est la sécurité du lieu qui nous impose de nous arrêter un moment. On va essayer encore de négocier avec eux, mais depuis tout à l'heure, on essaye de faire quelque chose. Enfin, on essaye vraiment de faire le maximum. On n'est pas du tout responsable. Je sais qu'il y a des places, on leur a dit qu'il y avait des places, on va leur redire. Non mais on prend ça en compte et on va retourner encore. Il y a Victoria qui était allée leur dire il y a 3 minutes. On va encore essayer de compter les places. Alors, donc effectivement, merci de le dire. Ce que je voulais aussi ajouter, c'est qu'on a prévu un moment pour le débat dans la salle, évidemment. Je pense qu'on le fera à la fin des intervenants. Mais en tout cas, vous pouvez noter toutes les questions que vous avez en tête. Les personnes vont rester jusqu'à la fin pour que vous puissiez les interroger. Il y a aussi des gens qui voulaient venir et qui n'ont pas pu venir, puisque tout a été un peu organisé au dernier moment. Il y a quand même Ken Loach qui nous a écrit un petit message exprès pour qu'on puisse le lire ici. Annie Arnaud nous a envoyé un texte aussi. Jérôme Ferrari, et c'est Thierry de Peretti qui viendra le lire. Il y a Corinne Massiero qui nous a envoyé un texto de soutien. On a Gérard Noiriel aussi qui nous a envoyé un texte. Il y a une angine qui a fauché Virginie Despentes sur le chemin. Et donc malheureusement elle ne pourra pas être là. Peut-être qu'on va avoir un message d'elle au cours de la soirée. Et il y a Alain Guiraudy qui est venu quand même exprès pour participer au débat, parce qu'il ne voulait pas être sur la scène avec nous. Il est ici. Et on est vraiment absolument ravis qu'il soit là. Et il faut dire merci à la CNJ-CGT, donc le syndicat national des journalistes, qui a réservé la salle pour nous. Et donc, effectivement, on va essayer de gérer au mieux cette histoire de gens qui attendent dehors. Ah, et Éric Vuillard vient d'envoyer un petit texte à l'instant, parce qu'il devait venir, et en fait, il a reçu des épreuves à corriger pour demain matin, pour son livre qui sort dans quelques jours. Et donc, voilà, il nous a gentiment envoyé un mail qu'on vous lira. Merci beaucoup. Merci beaucoup à tous d'être là. Et je vais passer la parole à Gérard Mordillière. Bonsoir. Je vais vous parler en cinéaste et en écrivain. Je vais vous parler de ce qu'on voit et de ce qu'on ne voit pas, et de ce qu'on lit et de ce qu'on ne lit pas. Parce que il y a un lieu commun qui est volontiers utilisé par les médias, qui parle du paysage politique pour parler de la situation des pays européens. Et si on prend l'ensemble des gouvernements européens qu'on considère comme un grand tableau, qu'on essaye de voir d'un seul coup d'œil, comme le recommandait Diderot, il faut essayer de bien voir ce qu'on a devant les yeux. Pour bien voir, bien sûr, il faut trouver la distance juste, un peu comme en boxe, quand il faut être à la fois assez près de l'adversaire pour le frapper et assez loin pour ne pas prendre de coups. Alors, qu'est-ce qu'on voit ? Par exemple, vue du ciel, vue par Arthus Bertrand, cette Europe offre au regard une théorie de champs bien ordonnés, fertiles, verdoyants, ne faisant qu'un sous le soleil de la raison. Bien sûr, c'est un leurre. Parce que vu de plus près, c'est plus du tout la même chose. C'est un assemblage d'éléments disparates qui interdit de distinguer la figure globale et même d'en avoir une idée claire et précise. Alors, il y a une autre technique, c'est d'un seul coup de se dire, eh bien, si vu du ciel ça ne va pas, si au ras du sol ça ne va pas, allons carrément dans l'espace et prenons vraiment de la hauteur. Et là, ça devient tout à fait différent. Parce que il faut voir, et on peut voir de très haut, Jair Bolsonaro au Brésil, Netanyahou en Israël, Trump aux États-Unis, Erdogan en Turquie, Orban en Hongrie, Salvini en Italie, tous répondre au slogan fasciste de tous les pays, unissez-vous, un vent mauvais vous porte. Parce que c'est bien ça qu'on voit, c'est bien ça qu'on entend, et c'est bien ça qu'on peut lire. Quand on regarde l'Europe, il y a quand même des choses assez effrayantes, parce qu'en Autriche, le nouveau chancelier
Sébastien Kurz, gouverne sans état d'âme avec l'extrême droite, le FPO. Et n'oublions pas que le vice-président autrichien appartient à un parti néo-nazi qui se nomme parti néo-nazi. Il est au pouvoir. Et puis, comme vous savez, il y a en Pologne Droit et Justice, en Hongrie Jobbik qui soutient Orban, ce xénophobe, raciste, et puis sans oublier Aube Dorée en Grèce et l'AfD en Allemagne. Alors, ça prolifère parce que aux Pays-Bas, en Suisse, au Danemark, en Norvège, on voit bien que tous ces partis arrivent dans les chambres élues. Et il y a une chose que dit l'historien américain Paxton, qui est le grand spécialiste de la période 39-45. Il dit le fascisme du futur, réaction en catastrophe à une crise non encore imaginée, n'a nul besoin de ressembler trait pour trait, par ses signes extérieurs et ses symboles, au fascisme classique. Je crois que c'est très important de bien comprendre ça. Quand vous disiez on ne sait pas s'il faut utiliser le terme fasciste, eh bien oui, il faut l'utiliser parce que sous prétexte que l'histoire ne repose pas les plats, les médias et bien sûr les responsables politiques préfèrent d'ailleurs éviter les termes. Hein, on ne dit pas fasciste, néo-fasciste, post-fasciste, nazi, néo-nazi, etc. On préfère pudiquement parler d'extrême droite, de droite extrême, de droite autoritaire. Au fond, la droite, c'est toujours la droite et il n'y a pas de quoi en faire un plat. De souverainiste, de populisme pour désigner le vulgaire, de partis anti-système qui sont pourtant bien ancrés dans le système. Et pour rester dans le domaine dans la peinture, puisque je suis parti de la peinture, on pourrait utiliser un terme qu'utilisait Léonard de Vinci pour parler de sa technique. Il parlait de sfumato, c'est-à-dire, vous savez comment légèrement effacer les ombres. Et si on trahit un peu la traduction, ce sfumato, ça devient à l'oreille de l'enfumage. C'est-à-dire que il ne faut plus nommer les choses par leur nom, ni surtout il ne faut pas déterminer ce qu'elles recouvrent réellement. Tout ça pourquoi ? Pour nous embrumer. Ou peut-être pour nous embruner avec un N, pour nous faire dégouliner du brun devant les yeux pour que nous n'y voyions que du feu. Alors, on peut se demander aussi si cet évitement cache une adhésion sournoise à ce que l'on prétend par ailleurs vouloir dénoncer. Et depuis des siècles, depuis le 1er siècle et même avant, l'injonction fondamentale des rabbins, ça a été de scruter les lettres. Plus précisément, de lire ce qui réellement était écrit et de voir le mot comme une entité concrète. C'est de la pensée matérialisée. Alors, ça peut paraître d'une banalité affligeante, ce que je viens de dire. Après tout, lire, c'est ça, et voir, c'est lire. Mais rien, pourtant, me paraît plus difficile que de lire vraiment et que de voir vraiment. J'essaye. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a devant les yeux et que nous ne voyons pas ? Si je prends les bases historiques du fascisme, telles qu'elles ont été définies par Mussolini, dès 1929, qu'est-ce qu'on trouve ? On trouve le nationalisme, l'étatisme, la prétention à être ni de droite ni de gauche, et un programme social qui exclut les syndicats. Alors ces 4 points, eh bien, nous les retrouvons aujourd'hui dans la politique gouvernementale. Le nationalisme, bien sûr, dans la stigmatisation des réfugiés, des migrants, des travailleurs sans papier, enfin, de tout ce qui est autre que français. L'étatisme, alors ça c'est plus compliqué, mais en même temps, l'étatisme tel qu'il est pensé par M. Macron et ceux qui lui ressemblent,
l'État a une fonction très particulière et très utile parce qu'il est accaparé par les puissances financières pour servir de régulateur au marché. Parce qu'on nous dit le marché c'est formidable, ça marche tout seul, il suffit de faire marcher la concurrence. Mais c'est pas vrai, tous les économistes le savent, le marché a besoin d'un agent régulateur. Eh bien, l'État est accaparé par ces puissances pour devenir cet agent. Et puis, il est bien entendu aussi l'outil permettant de contrôler toutes les oppositions. Ensuite, ni droite ni gauche, je n'ai pas besoin de vous faire un dessin, simplement de vous rappeler ce qu'était la devise de Mussolini au moment de la marche sur Rome, ni droite ni gauche, en marche. C'est intéressant l'histoire. Voilà. Et ensuite, le programme social qui exclut les syndicats, bien, là aussi, on voit les persécutions de tous les syndicalistes et comment le syndicalisme est désigné comme l'origine de tous les maux qui pervertissent la France. Donc, on a tout ça. Alors, pour nous empêcher de voir tout ça, au fond, les médias nous tendent quotidiennement une sorte de miroir de Narcisse pour que nous puissions nous y regarder et ne surtout pas regarder ailleurs, d'être en face à nous-mêmes. Ça revient à la célèbre formule de Margaret Thatcher, la société n'existe pas, il n'y a que l'individu et sa famille. Donc on vous dit, regardez-vous, ne regardez surtout pas les autres et ne regardez surtout pas dehors. Mais comment faire alors pour voir le réel dont on cherche à nous distraire ? Un exemple. Dans la perspective des prochaines élections européennes en France, deux forces semblent s'opposer. D'un côté, la droite ultralibérale, autoritaire, xénophobe, Macron et les macronistes. De l'autre, une droite extrême avec les néofascistes, nationalistes, islamophobes, europhobes, racistes, etc. C'est-à-dire Le Pen, Wauquiez, Ciotti et consorts. Et les premiers voudraient... Je bois un coup. Les premiers voudraient s'imposer au nom du moindre mal, face aux seconds qui sont vendus comme une sorte d'un épouvantail à électeurs. Mais je crois qu'il faut vraiment être atteint d'un strabisme profond pour voir qu'il ne s'agit en réalité que des deux faces de la même pièce, de la même médaille. D'un côté, il y a le chevalier blanc du progressisme, ni droite ni gauche en marche, et l'autre, c'est le chevalier noir, plus noir que noir, les Français d'abord. Mais en réalité, ce sont les mêmes. D'un côté, je résume, Macron pile, de l'autre côté, Orban face. Alors, après le néolibéralisme, après l'ultralibéralisme autoritaire, eh bien, je crois que nous devons nommer, ne pas hésiter à nommer la prochaine rime en isme, le fascisme. Ce fascisme que nous devons voir d'un seul coup d'œil, que nous devons regarder en face et surtout que nous devons combattre. Merci. Alors, je viens d'y aller. Il y a également une dizaine d'agents de sécurité de la mairie de Paris suréquipés qui sont là apparemment, qui ont été appelés pour déloger la personne qui est... Oui, alors c'est pas nous qui les avons appelés. Je sais bien, c'est pas... Je suis pas en train de vous dénoncer quoi que ce soit là. Alors, pour toute la salle, je vais expliquer. Apparemment... Moi, je suis toujours parti parler. Pardon. On a une soirée comme... Non, mais je dis ce que j'ai à dire. Ici, on a une soirée comme autoritariste. Moi, un exemple d'autoritariste, j'en vois juste à la porte qui est derrière vous. Donc maintenant, moi, j'appelle tout le monde à se lever et à aller voir ce qui se passe derrière. Alors, je viens de me lever justement pour aller
je sais pas si tu as remarqué, je suis encore allée leur demander. Moi, si on pouvait le faire chez moi, ça me dérangerait pas. Là, le truc, c'est qu'on rentrerait pas. On est obligé de demander à des salles. Dans les salles, il y a des gens qui sont employés pour faire régner la sécurité, qui sont employés et à qui on demande de surveiller qu'il n'y ait pas plus que 435 personnes qui rentrent. C'est leur métier, ils sont payés pour faire ça. Si c'est pas ça, ils ont un problème. Ils sont employés ici à la mairie de Paris, donc c'est pas notre faute. Eux, ils sont là. Donc le truc, c'est que quand on loue une salle, on est obligé de respecter la jauge. C'est comme ça. Si on avait pu louer le cirque d'hiver avec 1500 places, ça aurait été super. On n'avait pas d'argent, on l'a eu gratuitement. Donc c'est pour ça que ça peut avoir lieu. Je suis vraiment désolée qu'il y ait des gens dehors. Je ne sais pas comment faire. La loi leur interdit aux personnes qui sont payées pour tenir cette salle de les laisser rentrer. Donc qu'est-ce que tu veux que je fasse? Non mais je sais bien. Je sais bien, ils ont fait la jauge parce qu'il reste une place, mais il y a des gens qui sont assis par terre. Donc, c'est aussi pour ça qu'on avait fait un live Facebook pour, si jamais il y avait trop de gens. Nous, là, on n'a pas de solution, en fait. Alors... Non mais... Alors... Non mais on aurait pu le faire dans la rue, c'est juste que dans la rue c'est plus compliqué pour s'entendre et... Non mais on a passé 3 jours à appeler toutes les salles parce que trouver une salle en 3 jours avant... Bon. Donc on va continuer, je suis navrée pour les gens qui sont pas contents. Ça va laisser rentrer les gens qui sont dehors, c'est pas mal en fait.